Plaisir de vous retrouver sur la télévision nationale. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. À Ouagadougou se tient une rencontre tripartite Guinée-Mali-Burkina Faso. Les ministres des Affaires étrangères des trois pays font un plaidoyer commun adressé à la CEDEAO et à l'Union africaine pour la levée des sanctions qui pèsent sur les trois pays. La visite de terrain de la ministre de l'Information et de la Communication, Aminata Kaba, était ce vendredi dans les agences de communication où elle a encouragé à favoriser l'emploi jeune. À venir également vers le dénouement de la crise à la Fédération guinéenne de football, le ministre Lansana Beya Diallo s'est saisi du dossier. Il invite les différents acteurs à une concertation pour aplanir les divergences. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur la RTG. Tout d'abord, la session ordinaire du Conseil des ministres. Elle s'est tenue sous la présidence du chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya. Plusieurs sujets relatifs à la vie de la nation ont été abordés par les membres du gouvernement. Suivis. La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi 9 février 2023 de 10h à 12h sous la présidence effective de son Excellence, Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Les points suivants étaient inscrits à l'ordre du jour. Message de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 7 février 2023, décision du Conseil des ministres divers. Au titre de son message, le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, a regretté le terrible tremblement de terre survenu le lundi 6 février 2023 en Turquie et en Syrie. Le chef de l'État a présenté les condoléances attristées de la Guinée au peuple et au gouvernement turc et syrien. Et une minute de silence a été observée à l'occasion de cette douloureuse circonstance. Le président de la transition a ensuite instruit le Premier ministre d'aller faire part de la compassion du peuple de Guinée à ces deux pays meurtris par ce violent séisme. Le chef de l'État, après avoir souhaité la bienvenue aux membres du gouvernement, a attiré leur attention sur la multiplication des voyages inopportuns à l'étranger. À cet effet, il a affirmé qu'il appartient au Premier ministre et au ministre secrétaire général de la Présidence de s'assurer de l'opportunité des missions en vue de rationaliser les dépenses de l'État. Car pour le président de la transition, chaque voyage coûte aux contribuables guinéens. Dans la même logique, le président de la transition a indiqué qu'il est important que la demande d'ordre de mission soit accompagnée d'un exposé des motifs et qu'au retour, un rapport soit fourni. Le chef de l'État a ensuite porté son message sur deux points, à savoir la célébration de l'an 1 du Conseil national de la transition et la maîtrise de la situation des contractuels de la fonction publique. Au titre du premier point, relatif à la célébration de l'an 1 du Conseil national de la transition, le président de la transition a rappelé que le week-end dernier, l'organe législatif de la transition a célébré l'an 1 de sa prise de fonction et qu'à cette occasion, certains pays frères et amis ont fait l'honneur à la Guinée de prendre part à cette célébration aux côtés des honorables conseillers nationaux, en envoyant d'importantes délégations. Dans la même lancée, il a cité le cas du Mali, du Burkina Faso, du Tchad, de la Côte d'Ivoire et du Parlement de la CEDEAO, en affirmant que ces visites pleines de symboles, d'attachement et d'idéal panafricains sont aussi la manifestation d'excellentes relations entre la Guinée et ses pays frères et l'institution ouest-africaine. À cette occasion, le chef de l'État a remercié ses homologues, leur Excellence, les présidents Assimi Goïta, Mohamed Idriss Déby, Ibrahima Traoré, pour leur amitié et leur solidarité à l'endroit du peuple frère de Guinée. Aussi, il a félicité le Conseil national de la transition, non seulement pour la qualité des travaux et les services rendus à la nation, mais aussi pour l'harmonie entre l'exécutif,
le législatif et le judiciaire. S'agissant du deuxième point relatif à la maîtrise de la situation des contractuels, le président de la transition a constaté avec regret que certains ministres ne maîtrisent pas la situation des effectifs dans leur département. Il a souligné que la contractualisation est aussi une voie légale de contournement aux dispositions de recrutement dans l'administration publique. En outre, le président de la transition a rappelé aux membres du gouvernement qu'il leur appartient de donner une situation claire de la masse salariale au ministre de la fonction publique et du budget. Je vous l'annonçais dans les titres, une rencontre tripartite Guinée-Mali-Burkina Faso se tient à Ouagadougou. Les ministres des Affaires étrangères des trois pays font un plaidoyer commun adressé à la CEDEAO et à l'Union africaine. 2 jours de travaux sanctionnés par un communiqué final. Ils invitent les deux instances à considérer les efforts fournis et lever les sanctions qui pèsent sur les trois pays. Alpha Isiagaba. 3 pays en transition face à des défis communs. La Guinée, le Mali et le Burkina mutualisent leurs réflexions à Ouaga. Tout d'abord, cette rencontre avec le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, salue l'initiative concertée avec ses frères d'armes, le colonel Mamadi Doumbouya et le colonel Assimi Goïta. Il encourage les ministres des Affaires étrangères à intensifier les travaux pour le bonheur des populations des 3 pays et un retour à l'ordre constitutionnel. Cette rencontre est une première consultation que les partis veulent rendre continuelle afin d'apporter des réponses communes aux problèmes qui les assaillent. Tout en réaffirmant leur attachement aux objectifs et principes de la CEDEAO et de l'Union africaine, ils se sont engagés à répondre aux aspirations des populations de leurs pays respectifs et à faire de l'axe Bamako-Conakry-Ouagadougou un domaine stratégique et prioritaire pour le développement du commerce, des transports, de l'approvisionnement en produits de première nécessité, de la formation professionnelle, du développement rural, de l'exploitation minière, de la culture et des arts, ainsi que de la lutte contre l'insécurité. Nous sommes là pour servir ces citoyens. Et en tant que pouvoir politique, nous pensons que nous avons les moyens nécessaires au niveau de nos 3 chefs d'État qui sont engagés par rapport à cela, de pouvoir matérialiser et fluidifier ces échanges entre nos différents pays. Le soutien apporté par la Guinée au Mali aux premières heures de ces sanctions a été rappelé et salué. Un esprit de panafricanisme inspiré des grands hommes d'État que les 3 pays ont connus et entretenus par la vision des dirigeants actuels. Nous appartenons déjà à des instances, à des communautés. Nous appartenons à la CEDEAO, nous appartenons à l'Union africaine. Nous n'allons pas réinventer la roue. Les pères fondateurs de la CEDEAO, les pères fondateurs de l'Union africaine ont fixé une vision claire et nette pour les Africains et pour les Africaines. Ce qu'il faut faire, c'est de mettre en action cette vision de nos pères fondateurs, à travers la CEDEAO, à travers l'Union africaine. Mais nos 3 pays en transition demandent à ce qu'on étudie profondément les causes des changements. Et à partir de là, qualifier les instances et les éléments de décision au niveau de l'Union africaine et de la CEDEAO. Cette rencontre tripartite a permis de travailler sur plusieurs aspects dont la sécurité, la diplomatie, le renforcement du commerce inter-État, l'harmonisation des politiques minières ou encore la non-ingérence dans les affaires internes des 3 États. Les membres du Comité national des assises se rendent à l'intérieur du pays. Durant 10 jours, ces missionnaires vont tenter de restituer le contenu du rapport des assises nationales aux citoyens. C'est le Premier ministre chef du gouvernement qui a présidé ce vendredi la cérémonie de départ. Compte rendu, Ousmane Bangoua. Au nombre de 72, ces membres du Comité national des assises s'apprêtent à quitter Conakry pour l'intérieur du pays. Mais avant, ils reçoivent les instructions du Premier ministre chef du gouvernement,
Durant 10 jours, ces membres du comité de pilotage, de suivi et de mise en œuvre des assises nationales vont sillonner tout le pays. Objectif, assurer la vulgarisation des 45 recommandations issues des assises nationales. Nous sommes conscients de la lourdeur de la mission à nous assignée par le président de la transition, le premier ministre chef du gouvernement et l'ensemble du gouvernement pour aller dans l'arrière-pays, au contact des populations locales, pour leur retourner le contenu des propositions qu'elles ont eu à nous faire. La vulgarisation démarre demain dans nos 33 préfectures. Après le message du Premier ministre, toutes les équipes vont se mettre en route ce soir pour rejoindre les sites de vulgarisation. Ils seront à 2 dans chacune de nos préfectures et dans les 6 communes de Conakry pour partager le contenu du rapport en français et en langue nationale. Le but est que les populations guinéennes s'approprient de ce travail gigantesque qui a été fait. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, exhorte les acteurs impliqués dans ce processus de dialogue à la maîtrise des éléments de langage sur le terrain, afin de permettre aux citoyens de mieux s'approprier du contenu du rapport. Le rapport sur les assises vérité et pardon a été solennellement remis à son Excellence, le président de la transition. Il m'a instruit d'assurer la bonne vulgarisation de ce rapport et l'appropriation de son contenu par nos populations à travers le comité de pilotage, de suivi et de mise en œuvre des recommandations des assises nationales. Nous continuerons à mettre en œuvre pour que nos compatriotes s'approprient réellement et le mieux que possible du contenu de ce rapport qui est de plus de 250 pages. Des techniques de communication adaptées et stratégies ont été mises en place. Ces techniques sont bien entendu bien appropriées et seront utilisées pour permettre facilement à chacun et à tous de cerner le contenu de ce rapport pour renforcer la cohésion sociale, rétablir les équilibres rompus. Telle est la lourde mission pour laquelle vous allez sillonner le pays pendant 10 jours. D'ores et déjà, nous sommes heureux que le gouvernement ait commencé la mise en œuvre de certaines recommandations de ce rapport. La détermination doit être de mise dans cette campagne de vulgarisation du rapport des 45 recommandations issues des assises nationales, initiées par le CNRD en vue de promouvoir le vivre ensemble en Guinée. Lancement officiel ce vendredi de la campagne de déguerpissement des voies publiques dans la commune de Ratoma. Très tôt ce matin, le maire de la commune accompagné des élus locaux et des cadres de l'habitat, des travaux publics et des agents de sécurité s'est rendu sur le terrain à Hamdanlaya. L'objectif de l'opération est de libérer les voies publiques pour rendre fluide la circulation. Reportage Antoine Makolé, Sonasagno. Dans le souci de donner une belle image à la capitale Conakry, une initiative présidentielle, en cette matinée de vendredi 10 février 2023, c'est au rond-point d'Hamdalaye que le maire de la commune de Ratoma, Alpha Oumar Sako, a lancé officiellement les opérations de déguerpissement des emprises des voies publiques. Les opérations se sont poursuivies en compagnie des élus locaux, des agents de l'habitat, des travaux publics, des forces de défense et de sécurité. Aux citoyens de la commune de Ratoma, je demanderai à chacun de participer à cette œuvre. Tout le monde est appelé à s'impliquer. Donc je demanderai aux citoyens qui occupent déjà la voie publique de ne pas attendre la mission, d'enlever d'eux-mêmes. L'objectif est de libérer tous les domaines réservés à l'État et dégager les emprises des voies occupées par les stationnements anarchiques des engins roulants et les baraques pour ainsi fluidifier la circulation routière. Nous nous basons sur un fait qui est réel. Nous avons ici les plans et on se sert de ces plans pour déguerpir tous ceux qui sont sur la voie publique. Et nous travaillons avec le ministère des TP. Nous avons établi des plans dans presque toutes les communes. Et à travers ces plans, nous allons se servir de ces plans pour déguerpir tous ceux qui sont sur la voie publique. Bien avant que nous venions ce matin, il y a beaucoup qui ont déjà enlevé les encombrants physiques qui étaient sur la voie publique.
L'État prendra les dispositions pour aménager les accotements. Nous avons aussi des projets d'aménagement des parkings. Donc il y a des projets que nous allons monter. On va essayer de les exploiter pour que ça soit rentable pour la commune. Notons qu'une commission de sensibilisation a été mise en place par les autorités communales quelques semaines avant le lancement officiel des opérations de déguerpissement afin d'informer les citoyens sur la nécessité de libérer les lieux occupés dans le but d'éviter les accidents de la circulation causant parfois des pertes en vies humaines et des dégâts matériels. Vers la viabilisation du site d'Ansoumania Village, commune de Dubrika, le partenariat est scellé entre la société B2D et la Banque islamique de Guinée. Les deux entités s'engagent à faciliter l'accès à un logement décent aux particuliers, professionnels et à la diaspora. Une échéance de 5 ans sera fixée, nous disent Alkaliko Bele Keita et Falilou Diallo. À travers ce acte, BDB, la Banque islamique de Guinée s'engage à viabiliser les 20 hectares sur les 167 que dispose la société sur le site d'Ansoumania Village dans la commune de Dubrika. La particularité aujourd'hui de ce projet, qu'on facilite aujourd'hui les Guinéens lambda à pouvoir payer une parcelle assainie et sécurisée foncièrement qui était dans les anciens temps un problème pour un paiement sur 60 mois. La raison pour laquelle aujourd'hui une banque primaire du pays a décidé de nous accompagner, à nous faire confiance jusqu'à l'aboutissement de ce projet. Des parcelles seront ainsi aménagées, stabilisées avec des titres fonciers disponibles. C'est un partenariat public-privé encouragé par les autorités en charge de l'habitat. On est dans un lieu sécurisé où on n'a pas un problème. On a la parcelle automatiquement, on a son titre foncier. Par conséquent, on sort complètement dans l'insécurité foncière. On a un document qui est validé par le ministère de l'Habitat, hormis tous faux problèmes. La Banque islamique de Guinée se veut être un partenaire clé dans l'accessibilité au logement décent pour les particuliers professionnels évoluant dans diverses activités. Nous avons défini une stratégie depuis 2 ans pour relâcher notre base clientèle à travers cette clientèle des particuliers. Et quel est le produit le plus intéressant pour pouvoir attirer cette clientèle? Nous pensons que c'est le prêt immobilier. En intégrant la BIG dans ce projet, BDB veut ainsi faciliter l'accès au logement sur la zone d'Ansoumania Village, avec des plans approuvés par le ministère de l'Habitat. Plus de 280 parcelles sont disponibles à 300 millions de francs guinéens, réservées à partir de 20% avec une possibilité de payer sur 60 mois. Pour favoriser un meilleur cadre de travail aux forces armées guinéennes, plusieurs infrastructures sont réalisées dans les garnisons militaires du pays. Ces chantiers sont l'œuvre des autorités de la transition. Adjudant Oumar Kamara, correspondant de la presse militaire. Sur ce périmètre de 29 hectares à Sonfonia dans la commune de Ratoma, sont sortis de terre des bâtiments pour les écoles des officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale. Le lot 1 est aujourd'hui achevé, équipé et opérationnel. Il est dédié à l'école des officiers de la gendarmerie et ses dépendants et accueille en ce moment la deuxième promotion des officiers enquêteurs. Nous avons 12 bâtiments qui servent de logement pour les stagiaires et les instructeurs, dont 11 pour les stagiaires et 1 pour les instructeurs. Les stagiaires, nous avons 704 stagiaires qui peuvent loger dans les bâtiments et un bâtiment dédié pour les instructeurs. Sur le même site, l'entreprise Gicopress appuie sur l'accélérateur pour achever les travaux de l'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale. Ces travaux concernent les logements, des bâtiments administratifs et techniques de la gendarmerie de Sonfonia. Il comporte 32 ouvrages, plus la clôture. Dans les 32 ouvrages, il y a 26 logements. Dans les 26 logements, il y a 15 logements pour les hommes de troupes en R+1. 3 bâtiments pour les nouvelles recrues. Avec la réalisation de ces projets d'infrastructure dans toutes les garnisons du pays, la vision des autorités de la transition s'inscrit dans la qualification de forces de défense et de sécurité, des hommes et des femmes déterminés à servir en toute intégrité sous le drapeau national.
Et puis la ministre de l'Information et de la Communication dans les locaux des agences de communication, Aminata Kaba, est allée s'enquérir des conditions de travail de ces différentes structures pour voir comment ensemble œuvrer pour la bonne diffusion des informations. Bakari Bamba Kondé nous fait le point. La ministre de l'Information et de la Communication au contact des agences de communication. Il s'agit pour la chef du département d'être plus proche des structures de communication afin de cerner leurs conditions de travail, les difficultés qu'elles peuvent avoir pour ensemble trouver des solutions et travailler main dans la main pour mieux faire passer l'information. Nous sommes très honorés. C'est vraiment une initiative à encourager parce que ça nous permet de nous booster et de nous motiver. Donc tout un chacun va essayer de plus se professionnaliser et mieux investir. L'objectif du président de la République, c'est du Made in Guinée. Dans les échanges, comment valoriser le secteur d'activité de ces agences, les aider à se développer pour mieux communiquer, optimiser leur vision en communication, travailler en synergie avec la presse et encourager le contenu local à travers l'emploi jeune et la formation du personnel. Des questions que la ministre Kaba tient à partager avec cette partie du monde médiatique guinéen. Nous-mêmes, on a besoin de ce cadre-là pour pouvoir évoluer. Sans cadre spécifique et réglementé, on ne peut pas évoluer. On ne peut pas évoluer dans l'anarchie. Donc on a vraiment besoin de ça. Donc forcément et clairement, nous allons l'accompagner pour cela. Il est quand même essentiel et fondamental que je sois sur le terrain pour non seulement découvrir les talents que nous avons au sein de notre secteur et voir quels sont les potentiels qui sont là, mais également leur donner une certaine visibilité. Parce que très souvent, le grand public ignore que nous avons cette expertise au niveau local et il est important que cela puisse se savoir et que nous puissions travailler en partenariat gagnant-gagnant en termes d'échange de services entre les services de médias publics, les services de médias privés, les agences de communication pour créer un écosystème et une chaîne de valeur assez importante et pérenne pour le bien-être de nos populations et avoir un service de qualité répondant aux normes et aux standards de la sous-région. L'idée d'aller vers les agences de communication pour comprendre leurs difficultés est la toute première au sein du ministère de l'Information et de la Communication. Pendant ce temps, le riz, l'aliment de base du pays, bénéficie de l'appui technique de la coopération japonaise. Un plan d'action est élaboré et une plateforme de concertation multidimensionnelle est installée pour ne plus aller en rente dispersée. La feuille de route est de satisfaire les attentes des acteurs de la chaîne de valeur du riz, de la production à la commercialisation. Fodé Camara. Filière stratégique, la filière riz bénéficie de la coopération technique avec le Japon. L'objectif est de professionnaliser les acteurs pour diminuer les importations en augmentant les rendements par la promotion des bonnes pratiques en tenant compte des exigences de qualité des consommateurs. Nous appliquons l'approche CEP, c'est-à-dire nous allons sur le marché, nous évaluons les besoins du consommateur, la qualité du riz qu'il veut, nous recueillons cela, nous venons aux producteurs, nous les faisons comprendre, voilà les besoins exprimés par les consommateurs, c'est comme ça que vous allez travailler. C'est dans ce cadre qu'on a organisé tout récemment une cérémonie de dégustation de riz pour que les agriculteurs et les consommateurs ensemble puissent choisir quelle variété de riz il faut appuyer. Ce soutien de l'agence japonaise de coopération internationale vient contribuer à lutter contre l'insécurité alimentaire en réorganisant les interventions des différents partenaires techniques et financiers évoluant dans la riziculture. Vous voyez, ce matin, il y avait beaucoup d'entités, y compris beaucoup de projets qui sont sur place, comme projet de AFD, BAD, et puis Banque mondiale, FAO, etc. Y compris les projets de la JICA. Donc, voyez-vous, évidemment, on est obligé on profite et partager ces acquis et entre nos projets. Nous espérons qu'avec les activités du projet, la production de riz local va augmenter, ainsi que l'accessibilité auprès du peuple guinéen et qu'il y aura beaucoup plus de consommateurs du riz local en Guinée. Composé de producteurs, transformateurs et distributeurs, une plateforme multi-acteurs est mise en place pour l'exécution du plan d'action du projet pour la promotion de la production et de la commercialisation
du riz local en Basse-Guinée. Ce cadre de concertation va permettre aux acteurs d'améliorer la qualité du riz local guinéen, son système de distribution et sa compétitivité face au riz importé. Et d'autre part, d'améliorer les revenus des organisations paysannes ciblées dans les préfectures de Boké et de Bofa. Les travaux de la réunion de concertation sur l'installation officielle de la plateforme de la chaîne de valeur riz ont offert aux producteurs une plateforme de prise de parole plurielle pour débattre sans tabou des acquis, défis et perspectives de la filière riz en Guinée. Du côté de l'AB, l'UNICEF intervient dans plusieurs domaines, notamment la lutte contre les mutilations génitales féminines. Plusieurs actions portées par l'institution onusienne sont en cours de réalisation dans les différentes localités de la région. D'ailleurs, le représentant pays de l'UNICEF en Guinée vient de boucler une tournée de travail dans la zone. Elle les détaille avec Sarafdine Diallo et Mamadou Alpha Balde. En venant dans la région de l'Abbé, le représentant pays de l'UNICEF arrive dans une zone où son institution reste particulièrement active. Tout démarre par cette rencontre multi-acteurs regroupant l'ensemble des structures aujourd'hui en activité avec l'UNICEF. Les différents programmes et projets en cours d'exécution sont passés en revue. Puis, nous sommes à l'école primaire de Kouroula, l'une des plus anciennes du Fouta, entièrement rénovée par l'institution onusienne depuis un certain temps. Vous venez déposer un acte fort en nous donnant le sourire, nos formateurs et nous, un cadre idéal de travail et de récréation. Nous nous engageons à préserver et à entretenir ces bijoux mis à notre disposition. Et avec l'appui de l'UNICEF, et les enfants sont vaccinés, les enfants partent à l'école, ils prennent l'extrait de naissance. Bref, ils sont bien entretenus, bien protégés. De l'abbé Félix Ekebo est à Kolé, localité située dans la préfecture de Tougué. Ici, il est question de toucher du doigt les différentes réalisations de l'UNICEF, comme ce système d'adduction d'eau potable, et constater les initiatives prises dans la lutte contre les MGF et les mariages précoces, par exemple. Nous allons ensemble prendre l'engagement d'arrêter toutes ces pratiques pour faire de ces jeunes filles que je regarde l'avenir de la Guinée. Cette Guinée à laquelle nous appelons tous une Guinée prospère, une Guinée qui fait des enfants, un environnement favorable et propice pour leur développement. Je dirais d'abord que ça a été vraiment un plaisir pour moi parce que ça a été une visite d'éclair, mais qui nous a permis quand même d'être auprès de la communauté et en compagnie de l'UNICEF, qui ne ménage aucun effort dans l'accompagnement de nos communautés pour la mise en place de leur plan de développement. Le patron de l'UNICEF en Guinée a aussi inauguré le centre d'apprentissage de seconde chance de Kolé et plaidé pour le respect des droits des enfants et leur émancipation. Comment favoriser le climat des affaires en Guinée? La question est en débat à Zérékouré. Les travaux sont lancés et connaissent la participation des représentants des opérateurs économiques des 6 préfectures de la région. L'élaboration des rapports régionaux est attendue. Reportage Mohamed Salioupaï, Mohamed Lamine Diallo, lancé Kamisoko. Les meilleures prévisions économiques passent nécessairement par la maîtrise des statistiques de l'économie de marché. Mettre donc des informations fiables et actualisées à la disposition des décideurs s'avère indispensable pour l'amélioration du climat des affaires. C'est ainsi que le processus d'élaboration du rapport régional de conjoncture est lancé à Zérékouré. Spécifiquement, ce qui va se passer, c'est que c'est des enquêteurs qu'on va mettre sur le terrain pour pouvoir collecter des informations auprès de ces entreprises, des ménages, et pour qu'on puisse au fait proposer des solutions aux décideurs, pour qu'ensemble on puisse au moins prendre des décisions de politique économique pour pouvoir améliorer les conditions de vie des populations à travers ces recommandations issues de ces rapports. Il s'agira donc d'examiner l'environnement des affaires des différentes régions administratives du pays afin de favoriser l'allocation des fonds aux investissements potentiels. Au niveau local, permettrait de documenter l'état de la conjoncture à la base et renforcera également les capacités de gestion de l'économie nationale, tout en élargissant l'échantillon
du suivi de la conjoncture nationale. La somme des différents rapports produits par région devrait permettre à la Guinée d'établir un rapport national de prévision économique et de la conjoncture. Dans l'actualité encore, une délégation de l'Union européenne s'est rendue au siège de l'Union nationale des orpailleurs de Guinée. Elle est allée s'enquérir des problèmes auxquels les orpailleurs font face et connaître l'origine des conflits aux frontières Guinée, Mali et Sénégal. Sona Sagno, Moussa Komara. Une délégation d'experts de l'Union européenne rencontre les membres de l'Union nationale des orpailleurs de Guinée. L'objectif est simple, comprendre les difficultés auxquelles les orpailleurs font face. L'exercice s'inscrit dans le cadre d'une étude réalisée sur la fragilité dans les frontières de 3 pays, la Guinée, le Mali et le Sénégal. Notre équipe est chargée d'avoir des entretiens avec l'ensemble des groupes concernés, notamment les orpailleurs, afin de comprendre davantage quelles sont les sources de fragilité, afin d'apporter aussi des contributions pouvant améliorer leurs conditions de vie. Mais l'étude vise à donner des recommandations à la délégation afin que le programme à établir sur la Guinée puisse tenir compte des préoccupations des véritables acteurs du terrain. Cet échange a permis à la délégation de découvrir les sources de fragilité. Des propositions de solutions sont faites pour améliorer les conditions de vie des orpailleurs. Ce qui réjouit les membres de cette corporation, dirigée jusqu'ici par Tidjane Keita. Elle espère bénéficier de l'accompagnement de l'institution pour prospérer. Nous remercions les gens de l'Union européenne d'être venus ici aujourd'hui, de nous porter cette importance-là. Et nos discussions portent sur les activités de l'orpaillage à l'intérieur du pays et à Conakry. Nous espérons que ces démarches vont aboutir à quelque chose. La rencontre va s'étendre à l'intérieur du pays, pour rencontrer les acteurs à la base en vue d'obtenir d'amples informations sur l'origine de cette instabilité à ces niveaux. Ce retour à la normale à la cité de solidarité de Taouya, 24 heures après l'incident, une délégation du ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables était sur les lieux. Il y avait une incompréhension entre les pensionnaires et la direction générale. Mohamed de Camara. Tout serait parti de la destruction de ces 2 baraques installées dans l'enceinte de cette cour de la cité de solidarité. Selon les informations glanées sur place, les habitantes des baraques détruites seraient des personnes valides. Or, depuis 1978, date de la création de ce refuge pour personnes handicapées, il est exclusivement réservé aux personnes à mobilité réduite, mais également aux déficients visuels. Pour aplanir le différend, une délégation du ministère de tutelle est venue échanger avec le conseil des sages de la dite cité. Sur instruction de Madame le ministre, nous sommes venus rencontrer le conseil des sages, les représentants des jeunes, les représentantes des femmes, à l'effet de discuter avec chacune des entités de leur perception, de leur ressenti, de tout ce que les uns et les autres ont subi dans la journée. Ils ont attiré notre attention à libérer les lieux, du moins pour les valides qui occupent indûment les baraques et les autres appartements. Et ils nous ont montré clairement qu'ils sont dans l'esprit de collaborer avec le département, de respecter l'ensemble des dispositions qui sont prises par le CNRD, à savoir la reconstruction du pensionnat de la cité, mais également la mise en place du 2e bloc portant sur le centre d'apprentissage de métiers. Au lendemain de ces troubles, tout serait redevenu normal dans la cité. Les pensionnaires saluent l'initiative du ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables qui est sur tous les fronts pour l'amélioration des cadres de vie des habitants de la cité. Vraiment, on salue très bien cette démarche. Tout ce qu'on peut dire, c'est de les remercier. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est une bonne acte. Ils ont montré qu'ils sont avec nous. Tous ceux qui sont là, ce sont des Guinéens. Et ce sont des gens vulnérables encore. Avec une capacité de 74 familles à sa création, la cité accueille aujourd'hui plus de 116 familles et un surpeuplement dans l'ordre de plus de 55%.
Une situation que les autorités veulent corriger par la réalisation des édifices, notamment dans les endroits déguerpis. Autre titre de ce journal, le ministre de la Jeunesse et des Sports prend à bras-le-corps le dossier de la Fédération guinéenne de football. Lansana Beya Diallo a ouvert une concertation avec tous les membres statutaires. Il s'agit pour le ministre de désamorcer la crise qui secoue le football guinéen afin de relancer ce sport qui passionne tant de Guinéens. Djibril Kamara. C'est une rencontre qui a duré pratiquement 2 heures entre le ministre de la Jeunesse et des Sports, Lansana Beya Diallo, et les membres statutaires de la Fédération guinéenne de football. Au cours de la rencontre, le ministre a affiché sa volonté d'aplanir les divergences à travers un message qui rassure les membres statutaires. Nous, membres statutaires, les 47, nous saluons vraiment cette proposition du ministre parce que notre souci aujourd'hui, c'est comment sortir de cette normalisation. Le chronogramme que le CONOR a proposé n'est pas tenable parce que d'abord les statuts ne sont pas validés, les élections de la base au sommet jusqu'au comité qui étaient prévues pour le 22 avril, ce n'est pas tenable. Mais comme le ministre compte rapprocher les partis, nous restons disposés parce que notre souhait c'est de sortir de cette situation-là qui a trop duré. Depuis un moment, Lansana Beya Diallo se préoccupe de cette situation qui perdure. Pour éviter le pire, il invite les acteurs à penser à l'avenir du football guinéen. On vient en tant que médiateur pour permettre effectivement à chacun de dialoguer et de se mettre autour d'une table. Parce que sinon c'est simple, c'est le football guinéen qui va être suspendu. Et c'est la Guinée qui va être suspendue. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quand même le sport le plus populaire dans notre pays. Il y a beaucoup de gens qui espèrent, qui vivent et qui rêvent de football. Et on ne peut pas arrêter ça. Donc c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on prend nos responsabilités pour demander à tous les acteurs qu'on puisse discuter ensemble pour aller effectivement dans une dynamique commune qui est celle de l'intérêt du pays. Le CONOR, il est là normalement jusqu'au 30 avril. Donc mon objectif à moi, c'est qu'au mois d'avril, ça puisse s'arrêter le plus rapidement possible et qu'on puisse revenir dans une dynamique normale en Guinée. A rappeler que depuis le 29 novembre 2021, le football guinéen est géré par le CONOR, comité de normalisation, dont la mission principale est la gestion des affaires courantes avant la mise en place d'une instance dirigeante issue des urnes, d'où la nécessité pour le chef de département des sports de mettre tout le monde d'accord pour le salut de notre bien commun, le football. Pour terminer, à Pita, l'ambassadeur des États-Unis en Guinée y était récemment en compagnie du conseiller chargé de la recherche de suivi des projets à la primature. Le diplomate américain a pris part à une rencontre sportive. Mamadou Patebalde est notre correspondant dans la région. C'est en compagnie de son ami, le conseiller chargé de la recherche et de financement et de suivi de projets à la primature, que l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Guinée, en séjour à Pita, a procédé au coup d'envoi de ce match gala en basket et volleyball. Une façon pour le diplomate américain d'apprécier l'état actuel des infrastructures et envisager des perspectives dans le domaine du sport et son appui aux athlètes de cette localité. Je suis fier de tous les jeunes d'ici à Pita, et spécialement avec notre sport du basket. Je voudrais soutenir ce projet et je reviendrai pour voir le sport ici dans l'avenir aussi. Pita, bastion de volley et de basket, a participé à beaucoup de compétitions nationales à travers le pays. Les athlètes se réjouissent de la volonté du diplomate américain à relancer ce sport dans cette localité. Je prends l'engagement que je vais apporter un appui à ces jeunes-là qui vont vraiment évoluer dans le cadre du basket parce que je suis de l'heure. Je suis de Pita et je suis une ancienne basketteuse de Pita. Pita était très renommé ces derniers temps par manque d'infrastructures et de matériel. C'est pour cela que 5 dernières années, Pita ne participe pas aux compétitions nationales. Le conseiller du Premier ministre, satisfait de cet engagement de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Guinée, a encouragé les athlètes à redoubler d'ardeur afin de promouvoir cette autre discipline sportive. J'encourage beaucoup ces jeunes de Pita parce que le sport c'est un esprit sain dans un corps sain. C'est aussi, il a toujours parlé, c'est de leadership surtout, c'est ça. Quand tu fais le sport, ça te forge aussi, ça te rend un peu, ça te donne l'esprit très ouvert envers tout le monde. Ce qu'il faut retenir surtout de son passage, c'est de rencontrer la jeunesse du Fouta et aussi accompagner le pays dans les projets que nous avons afin de renouer les accords qu'on a entre la Guinée et les États-Unis. En marge de son séjour, le diplomate américain a visité le club de judo et karaté de Pita
avant de serrer la main aux anciennes vedettes de volley et de basket qui ont fait rayonner la préfecture de Pita en matière de sport. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent sur le www.rcgcoloma.info. Bon week-end à tous.